Donc les amis, Donald Trump a annoncé donc ce fameux accord avec l'Iran. Il sort ça le 14 juin, le jour de ses 80 ans, le jour de sa grande parade militaire à Washington. Le timing, bon, voilà, vous avez compris, il lui fallait une victoire pour la photo. La signature officielle, elle, est prévue à Genève le 19 juin. Mais quand on ouvre le paquet, ce qu'il y a dedans et ce qu'on raconte, c'est deux choses complètement différentes. Alors concrètement, d'abord, comme vous l'entendez partout, l'accord, c'est on rouvre le détroit d'Ormuz après la signature, on lève le blocus naval américain, l'Iran peut revendre son pétrole, on débloque progressivement 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens qui étaient gelés jusqu'à présent, et il y a un arrêt des hostilités présenté comme s'étendant à tout le Moyen-Orient, Liban compris. Ça, c'est ce qu'on dit. Et ce qu'il n'y a pas dedans, c'est tout le sujet. Le nucléaire iranien, l'enrichissement, les stocks d'uranium, le démantèlement. Rien n'est tranché. Tout est renvoyé à 60 jours de négociations. Et Trump a aussi précisé qu'il reprendrait les frappes contre l'Iran si jamais il n'y avait pas d'accord définitif sur le nucléaire. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, ça veut dire qu'on remet d'abord le pétrole et l'argent en circulation tout de suite. Et le seul vrai problème, on le repousse à plus tard. On a 60 jours pour le régler. Sur le nucléaire, il faut quand même dire 2 mots pour ne pas dire de bêtises, parce que les chiffres qui circulent datent un petit peu quand même. Il faut savoir que les derniers stocks vérifiés par l'Agence internationale de l'énergie atomique remontent à avant la guerre de l'an dernier en Iran, donc avant la guerre de juin 2025. Donc on disait qu'il y avait 441 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ça, c'était sur Fordo, Natanz et Ispahan. Le fameux jusqu'à 10 bombes qu'on entend un petit peu partout, c'est le patron de l'AIEA qui le dit lui-même, mais avec un si. Ce stock pourrait donner une dizaine de bombes nucléaires si l'Iran décidait d'armer son programme. C'est un potentiel, mais c'est pas encore la réalité. Et depuis un an, l'agence a quand même perdu la trace et elle n'a plus accès aux sites bombardés. Les frappes ont fait des dégâts, certes, mais le patron de l'AIEA le dit clairement, ça ne veut pas dire que l'Iran a perdu la capacité d'enrichir et donc, à terme, d'avoir la bombe. Parce que les sites détruits, c'est détruit, mais le savoir-faire, lui, il est là. Donc, le nucléaire, on n'a rien réglé du tout. On appuie sur pause et avec une menace qui plane de la part de Donald Trump, euh, à l'issue des 60 jours, s'il n'y a pas d'accord, il reprendrait les frappes. Maintenant, le Liban. Le Liban, c'est le morceau qui me concerne directement, mais qui concerne d'abord ceux qui prennent les bombes sur la figure sur place. Le Liban, il faut savoir, les amis, il a toujours été une espèce de variable d'ajustement. Le Liban, là, dans cette affaire, vient de recevoir le message en pleine poire. Il ne fait pas partie de l'accord entre Washington et Téhéran, même si, théoriquement, ça englobe tout le Proche-Orient. Mais oui, mais c'est la réalité. Puisque, pendant ce temps-là, les frappes continuent. Téhéran avait dit que si jamais Israël frappait Beyrouth, ils allaient répliquer. Ça, c'était hier ou avant-hier dans la journée. Israël a frappé la banlieue sud. Téhéran a dit qu'il allait répliquer, qu'ils allaient préparer le déploiement des missiles et compagnie. Ils ont fait leur tambouille avec les Américains sur le compte des Libanais. Il y a eu zéro réplique quand même, hein. D'accord. Les amis, il faut être lucide et quel que soit votre camp, je dirais. Moi, je parle ici en toute objectivité. Ben oui, je regarde les faits. Et pendant que certains nous vendaient l'idée qu'un accord irano-américain allait automatiquement calmer le front libanais, eh bien la réalité, elle, la réalité du terrain, a répondu de manière cash. La frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, quelques heures avant la signature, et tout le récit s'est effondré derrière. Selon les médias libanais, le dossier libanais a été dissocié des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Les discussions portent sur le nucléaire, sur les sanctions et les équilibres régionaux de manière large, mais pas sur un règlement global au Liban. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de cessez-le-feu permanent, pas de retrait israélien complet. D'ailleurs, Netanyahou l'a dit clairement. Et tout de suite, pas de stabilisation durable et pas de reconstruction sérieuse tant qu'il n'y a pas un accord spécifique entre le Liban et Israël sous pilotage américain. Voilà la réalité. Et c'est là que ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que Téhéran voudrait faire croire que le Liban est dans le paquet pour préserver son influence autour du Hezbollah. Ouais, mais Washington, visiblement, traite le Liban comme un dossier complètement à part. Le Liban est donc face à une réalité qui est terrible. Soit il attend un effet indirect des négociations Iran-USA, qui pour l'instant ne produit rien sur le terrain réellement, soit il passe par un canal direct avec Israël, encadré par les Américains. D'où les fameuses négociations, si vous voulez, entre Libanais et Israéliens à Washington.
Et je suis désolé, quand on regarde un petit peu, la traduction de tout ça sur le terrain, eh bien le terrain donne justement raison à ce que je viens de vous dire. Le volet libanais ne repose pas sur un accord entre le Hezbollah et Israël. Il repose sur une déclaration tripartite de début juin entre Washington, Israël et le gouvernement libanais. Et les termes de cette déclaration, cessez-le-feu subordonné à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous ses combattants au-delà du fleuve Litanie, plus des zones pilotes où c'est l'armée libanaise qui contrôle, à l'exclusion de tout acteur non étatique. Limpide, on demande au Hezbollah de partir et de désarmer, et on ne demande rien à Israël en échange. Voilà. Et d'ailleurs, Israël n'est même pas mentionné dans les obligations. Le cessez-le-feu n'est pas conditionné au retrait israélien, il est conditionné au départ des Libanais de leur propre terrain. C'est à ça qu'il est conditionné, si on le lit de manière froide comme ça. C'est pour ça que le Hezbollah a complètement rejeté l'accord. Pas l'ancien, on parle de celui-ci là. Son chef Naïm Qassem a parlé de négociations absurdes, humiliantes et insultantes, ce sont ses mots. Il a dit qu'exiger que ses combattants quittent le sud sous le feu, c'était la capitulation et la défaite. Un refus qui a été transmis officiellement au président du Parlement libanais, donc Nabil Berri, son allié, qui partage la même position. Donc le Hezbollah n'a rien signé, il a dit non. Et côté israélien, eh bien c'est l'inverse exact. Israël ne se retire pas, il s'installe durablement, c'est Netanyahou qui l'a dit. Depuis avril, l'armée israélienne a établi une zone tampon de plus de 600 km² au sud Liban, vidée de sa population, des dizaines de villages rasés. On parle de plus d'une soixantaine de villages. Netanyahou le dit lui-même mot pour mot. Nous élargissons la zone de sécurité pour protéger les communautés du Nord. Fin de citation. Et il a été encore plus clair sur la méthode. Israël poursuivra les pourparlers avec le Liban tout en continuant ses frappes. C'est des négociations qui sont quand même bizarres. La négociation et les bombes en même temps. Alors voilà ce qui s'est vraiment joué, les amis. Le Liban n'a pas été acteur de cet accord. Il a été une espèce de variable d'ajustement, encore une fois, dans la partie de poker entre Washington et Téhéran. Voilà. Et ce sont les dirigeants libanais eux-mêmes, le président Aoun et le premier ministre Salam, qui ont accusé l'Iran d'utiliser le front libanais comme monnaie d'échange dans ses négociations avec les Américains. C'est dit par les dirigeants libanais, pas par moi, même si je pense exactement la même chose. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Le sud du Liban, les prisonniers, la sécurité et la reconstruction ne se jouent pas dans l'accord irano-américain comme on veut nous le vendre. Ils se joueront dans une négociation à part. Et ceux qui racontent le contraire vendent surtout une illusion politique. Voilà, parce que les Libanais sur place, c'est pas du tout ce qu'ils vous disent, puisque malgré tout ça, les frappes continuent. Et aucun retrait du moindre soldat israélien n'est prévu. Et nous, les Européens, ben, on est en bout de chaîne comme d'habitude avec zéro levier parce que cet accord, ben, c'est pas la paix, c'est un gel à plusieurs étages. On gèle le nucléaire iranien pour 60 jours et on rouvre les vannes économiques pour que tout le monde ait l'air d'avoir un petit peu gagné, vous voyez, pour que personne ne soit humilié. Le problème, c'est que tant qu'Ormuz reste un robinet que l'Iran peut refermer au prochain coup de sang, eh bien, c'est le prix du baril qui s'envole. Et derrière, ben, c'est le carburant à la pompe et votre porte-monnaie via la TICPE, la TVA, tout ça, ben, qui prend. Donc voilà ce qui s'est passé les amis et puis je terminerai bien évidemment par l'annonce, la super annonce de Maud Bréjon qui nous a clairement rassuré que les prix à la pompe devraient baisser dans les prochains jours. Voilà. Qui veut croire à une chose pareille? Est-ce que vous avez déjà vu les prix qui montent et ensuite qui baissent au niveau du carburant? Bien évidemment que non. À chaque fois, ça monte, ça monte, ça monte, ça baisse un petit peu et ça remonte, ça remonte, ça remonte et ça rebaisse un petit peu. Tout ça, c'est du business qui est fait sur votre dos. Je vous souhaite une bonne journée.